Alors, on repart. Non, je voulais juste, parce que quand même, dans l'ensemble de nos réflexions passionnantes, ce qui se passe en Turquie est quand même complètement dingue. Les 85% d'inflation. Donc, parce que c'est quand même la Turquie, quoi. C'est pas... Enfin, Oui, c'est pas le Lesotho, non. Pas loin d'être 100 millions d'habitants. J'allais avoir le même exemple que le Lesotho. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur ce pauvre Lesotho. Puis je me suis arrêté en disant, mais en fait, j'en sais rien de ce qui se passe au Lesotho. Donc, mais voilà. Un petit pays enclavé, oui, voilà, là, ça n'a rien à voir. Donc la Turquie, effectivement, donc c'est, alors oui, 85, visiblement 100% d'inflation. Mais parce que la Banque centrale est complètement sous contrôle de Recep Erdogan, qui martèle que la baisse des taux d'intérêt va juguler l'inflation. Donc là, enfin, c'est quand même un cas d'école étonnant. Et encore une fois, c'est la Turquie, quoi. C'est pas un tout petit pays. Il doit y avoir 100 millions d'habitants en Turquie aujourd'hui. Enfin, et puis relativement ouvert en plus sur l'extérieur. Voilà, je trouvais ça spectaculaire. Et sur l'idée, parce qu'on peut encore entendre d'une banque centrale indépendante. Oui, voilà. Tout le monde doit regarder un peu ce qui se passe en Turquie. Ça, c'est non négociable pour moi. Enfin, oui, voilà, la Banque centrale indépendante, abandonner l'indépendance de la Banque centrale, ce serait une erreur, mais monumentale. C'est la Turquie. Voilà. Mais bien sûr. Ou Venezuela, ou enfin voilà, mais ça revient à l'inflation qui est d'origine monétaire fondamentalement. Hein. Parce que la menace, effectivement, c'est beaucoup plus gros que le Venezuela, mais c'est que ça dérive à la vénézuélienne. C'était quand même une... Enfin, je la connais un peu, cette économie turque. Oui, c'est une puissante économie. 100%, c'est très loin de l'hyperinflation. Oui, on est d'accord. Ce qui est très étonnant, mais c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est que pour l'instant, ça ne s'effondre pas, et tout le monde attend effectivement avec, je pense, pas mal d'inquiétude quand même ce qui se passe en Turquie. Jusqu'où est-ce que, en particulier, aujourd'hui, les anticipations des acteurs économiques turcs, hein, donc quand on voit les études, s'ajustent. Et donc, globalement, ils s'ajustent à ce volume de prix qui monte de façon spectaculaire. À partir de quand est-ce que le tissu productif ne pourra plus résister ? C'est ça le sujet. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais il ne faut pas que ça dure trop, je pense. Non, il ne faut pas que ça dure trop. C'est pas très bon, l'inflation. C'est pas aussi mauvais que la déflation, parce que les vrais épisodes les plus durs sur le plan économique ont été liés à des restrictions de politique monétaire. Hein. C'est la politique de Browning dans les années 30 en Allemagne, qui a été beaucoup plus néfaste que l'hyperinflation des années 1920-1923. Mais effectivement, c'est compliqué de vivre dans un 100% d'inflation. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, tu fermes les yeux un instant et tu te dis comment tu vis avec 100% d'inflation. Enfin, c'est beaucoup, et en même temps, c'est absolument ridicule par rapport. Enfin, les vraies belles inflations, la Hongrie en 46, c'est. Oui, mais à ce moment-là, la monnaie n'existe plus. À ce moment-là, tu reviens au troc. Oui, enfin, tu fais. Mais tu vis. Mais tu continues à vivre. Tu continues à vivre avec. La limite, c'est 40% quand même. Hein, donc, non, mais c'est compliqué. 40% par mois, 40% par an. 40% par an avant qu'une spirale ne. Commence à t'emporter complètement. C'était des études de la Banque mondiale là-dessus. La définition de l'hyperinflation, c'est 50% par mois, ce qui fait multiplication par 130 en un an. Donc Clément, tu voulais rajouter un truc sur la politique monétaire avant que... Oui, juste parce qu'il y a deux travaux moi, que je trouve très intéressants et qui pourraient aussi nous aider à comprendre pourquoi est-ce que les banques centrales ont à la fois cette communication, ces deux travaux sur les taux de change, qui est c'est un peu mon obsession. Les travaux aux États-Unis de Frankel, là qui vient de publier, et en France pour le cercle des économistes de Kartapanis. Alors, ce qu'ils disent de manière simple, c'est qu'on assisterait aujourd'hui plutôt à une sorte de guerre des monnaies inversée, avec des banques centrales qui paradoxalement n'ont pas tellement intérêt à une baisse de leur taux de change, mais plutôt à une élévation de leur taux de change, pour lutter également contre l'inflation. Puisque quand on a un taux de change qui s'apprécie, par définition, tous les produits importés coûtent beaucoup moins cher. Et qu'est-ce qui a le plus pris en valeur aujourd'hui ? Une bonne partie des produits importés, notamment les produits énergétiques. Et donc on assisterait... Sauf si t'es en dollars, Clément. Ah bah non mais d'accord, mais là je parle... Non mais pour la... Oui, tous les autres, d'accord. Et en ce qui concerne les États-Unis, c'est pas complètement faux non plus, parce que il faut bien avoir en tête que les États-Unis, historiquement, c'est un pays qui est extrêmement déficitaire du point de vue de sa balance courante. Et une partie quand même de l'inflation américaine ne s'explique pas que par les prix de l'énergie, sans doute moins d'ailleurs que la nôtre, ce que je disais tout à l'heure. Et il y a quand même également un problème d'offre aux États-Unis, avec un problème de composants, et ils ont besoin plus que d'autres d'un taux de change qui est un peu plus élevé qu'avant. Et c'est là le paradoxe. Et c'est pour ça que leurs deux études, Frankel, plutôt pour les États-Unis, et en France, Kartapanis, sont intéressantes. C'est que globalement, il y a encore quelques années, Trump accusait la Banque centrale européenne de mener une sorte de guerre des monnaies vis-à-vis du dollar, vis-à-vis des États-Unis, et Trump voulait un dollar plus faible. Ouais. Et là, on a à la fois une administration Biden et finalement Jérôme Powell qui s'accommode extrêmement bien d'un dollar qui est non seulement plus élevé, mais
probablement en fait plus élevé que sa valeur d'équilibre, précisément parce que dans les anticipations d'inflation, ça atténue quand même un petit peu plus l'inflation. Inversement, même en échangeant en dollars, le taux de change du dollar plus bas, c'est forcément un peu plus d'inflation pour les États-Unis. Donc voilà, je voulais juste rajouter le fait qu'il y a quand même l'idée du taux de change. Je vais donner un chiffre que j'ai appris récemment, qui m'a surpris, mais en même temps qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on sait des États-Uunis. En fait, ils achètent en dollars aussi. C'est-à-dire que 80% des importations américaines se font en dollars. C'est l'avantage d'émettre la monnaie internationale. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais de problème de financement aux États-Unis. Ah, Vous avez à la fois le dollar. Oh, tirage et au grattage. Pour moi, la remarque de Clément est hyper intéressante et elle explique aussi la logique. Mais toujours. Merci. C'est une base. Elle explique aussi la logique, enfin pour moi en tout cas en grande partie la logique un peu suiveur de la BCE, c'est-à-dire le fait que la BCE soit aussi obligée d'augmenter les taux d'intérêt parce qu'elle ne peut pas laisser se déprécier complètement sa monnaie. Et donc pour le coup, autant je suis sceptique sur la logique de hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation dans l'absolu, autant pour suivre une hausse de taux d'intérêt imposée outre-Atlantique pour éviter d'avoir une dépréciation de sa monnaie et effectivement d'avoir une accélération de l'inflation importée, ça pour le coup, je trouve ça assez logique. Nous, l'euro qui s'effondrerait encore, pour le coup, on le sentirait au niveau de l'inflation. Absolument. Très clair. Là, pour le coup, déjà qu'on le sent quand même... Et donc pour moi c'est ça, c'est une espèce de marquage à la culotte. Et effectivement, ce qui veut dire que le taux d'inflation le plus important pour les taux en Europe, c'est pas tellement le taux d'inflation en Europe, c'est l'inflation américaine qui va ressortir jeudi, si ma mémoire est bonne. Ce qui nous amène d'ailleurs peut-être à ce qui est aussi un des sujets du moment. Alors ça fait un moment que c'est un des sujets du moment, et là ça y est, ça commence à... Parce qu'il y a eu des déclarations... C'est Bruno Le Maire, je crois que c'est une interview aux Échos qui donne ce matin. Donc autour de, on va dire que c'est l'Allemagne, la Chine, l'énergie, et l'industrie européenne quand même. Et donc, ce qui dit Bruno Le Maire... Le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel, donc du fait du différentiel des prix d'énergie. Il veut une position ferme de la Commission européenne sur des dispositifs de préférence européenne et sur ce qu'il appelle les instruments de réciprocité. Dans certains cas, dit-il, le montant des subventions que l'administration américaine propose. Donc il y a deux choses. Il y a le prix de l'énergie et puis il y a ce fameux plan à 450 milliards là, qui alerte l'ensemble des industriels européens. Moi, on m'en a parlé il y a une dizaine de jours, peut-être même un peu plus longtemps que ça. Dans certains cas, le montant des subventions, donc au nom de la transition énergétique, que l'administration américaine propose est 4 à 10 fois le montant autorisé par la Commission européenne, dit Bruno Le Maire. Donc c'est vrai que c'est considérable. Et de ce point de vue-là... Et alors, je sais pas si on voit les images que je vous propose, mais c'est vrai que l'histoire de Safran, donc je pense que vous avez tous suivi ça, Safran qui a prévu de longue date d'ailleurs, une usine de frein carbone à Lyon, et qui se demande s'ils vont la faire. Et alors c'est en Scandinavie, l'une des giga-usines de production de batteries, voilà. J'ai plus le nom en tête. Northvolt, voilà. C'est l'usine allemande, oui. Qui, elle, dit aussi qu'elle est au bord de vouloir délocaliser. Elle voulait effectivement le faire dans la région d'Hambourg et qu'elle va se dire finalement... c'est peut-être mieux aux États-Unis. Peut-être mieux aux États-Unis. Je pense que tu as vraiment les deux sujets qui sont à distinguer. Tu as la dimension énergie. Et là, effectivement, le sujet Safran, c'est plutôt un sujet énergie, puisque 40% de leur coût, c'est de l'énergie. Tout à fait. Et là, tu as un sujet de court terme qui a que certaines entreprises, on parlait de Duralex qui a fermé ses chaînes de production, ne peuvent juste plus produire parce que elles perdent de l'argent si elles produisent. Oui, mais beaucoup de stock. Et donc ça, mais ça, c'est. Alors, potentiellement, mais là. Oui, c'est de la gestion de stock pour Duralex. Tu as un effet de court terme qui est lié à un taux de l'énergie, et après, tu as la question de l'énergie à long terme. Et là, c'est plutôt ça qui est important, parce que quand tu décides d'un investissement, la question n'est pas de savoir comment tu vas payer le gaz cet hiver, la question est de savoir quels sont les prix de l'énergie et les structures d'énergie. Et ça, c'est effectivement une question de plus long terme pour un Safran. Pour Northvolt, moi, la compréhension que j'avais eue, c'était que c'était effectivement beaucoup plus le paquet fiscal et budgétaire Biden. Et là, autant sur la partie énergie, je pense que l'Europe devrait pouvoir arriver à convaincre les industriels, en tout cas, il faut probablement qu'elle travaille un peu son discours, mais qu'il y a, avec des investissements dans l'énergie qui sont beaucoup moins soumises aux hydrocarbures, tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est nucléaire, etc. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais il faut absolument qu'elle arrive à fournir une perspective. C'est des décennies, Non, c'est pas des décennies, c'est l'horizon. C'est plusieurs années. L'horizon nucléaire, c'est des décennies. Sur le nucléaire, c'est des décennies. Sur le nucléaire, c'est des décennies. Sur le renouvelable, t'as d'autres. T'as solaire, photovoltaïque et batterie. C'est ça. Aujourd'hui, et d'ailleurs même Jancovici, ce qui est pas peu dire, admettait ça, c'est que dans l'échelle de temps
à laquelle on est confronté, la solution, elle viendra beaucoup plus de la partie photovoltaïque, éolien et batterie. Et là, pour le coup, c'est un déploiement qui est relativement rapide. Tu penses que tu peux convaincre des industriels de rétablir une situation concurrentielle avec les États-Unis? Moi, j'en doute beaucoup. Il y a un enjeu. Oui et non, parce que, encore une fois, on a parlé aussi du taux de change. Il faut aussi faire un net entre l'évolution du taux de change qui est plutôt qui renchérit les coûts de production aux États-Unis parce que le dollar s'est renforcé et donc qui enlève une partie de la production. Donc ça veut dire que pour une industrie qui est très électro-intensive ou très énergie-intensive, effectivement, il y a un risque sur la partie européenne. Inversement, pour les industries qui ont une structure de coût avec une base d'énergie qui est moins élevée, la hausse du dollar est plutôt un facteur favorable à l'Europe. Donc ça dépend aussi de ta structure de coût. Donc comment tu vois le truc donc sur l'énergie, ça se neutralise. En revanche, le vrai sujet pour moi, c'est beaucoup plus le paquet Biden, parce que là, pour le coup, il y a un vrai, il y a des vraies subventions très considérables. Je vais laisser, mais je suis pas du tout d'accord sur l'énergie. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parlera dans la semaine. Ça nous amènerait à la COP 27, mais le virage, si tu veux, pris par les démocrates sur l'énergie. Est quand même symbolique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la sécurité énergétique. Bien sûr. Envoie balayer et balader l'ensemble des promesses qu'on a pu faire sur le développement des renouvelables, et ils ne sacrifieront pas de la même manière. C'est-à-dire que Biden et que les démocrates élus sur l'idée d'une transition énergétique profonde aux États-Unis et switcher totalement vers le pétrole, vers le gaz, demandant Biden, exigeant des pétroliers qui reprennent la fracturation, etc. Et tout. Ça se fait avec une telle ampleur. À court terme, bien sûr. Mais attends, mais regarde, mais ce qui est tout le développement du photovoltaïque en Californie, en Texas, etc. Mais la compétitivité que leur donne aujourd'hui le gaz, la fracturation Mais le photovoltaïque est moins cher que le gaz et le pétrole, Stéphane. C'est déjà depuis 2019, l'énergie la moins chère, c'est le photovoltaïque. Donc après, tu as besoin d'avoir un photovoltaïque surdimensionné pour répondre à ses besoins et avec des batteries. Mais aujourd'hui, tu as un élément de court terme qui est effectivement une pression sur l'énergie qui fait que tu as besoin de... En fait, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a coupé l'offre avant de couper la demande. Donc ça veut dire mais j'ai compris pour ça que bien. Mais fondamentalement, les énergies renouvelables sont moins chères et te donnent beaucoup plus d'indépendance énergétique. Donc il faut vraiment séparer la pression que tu as à court terme, qui est liée à une tension sur les hydrocarbures, et la pression que tu as de moyen terme, où tu as effectivement toute une série d'énergies qui sont moins chères et qui te donnent de l'indépendance énergétique. Je pense que le sujet qui revient très très fort, c'est le sujet de la souveraineté. Et ce sujet-là ne sera malheureusement résolu qu'en repoussant toutes les échéances qu'on s'est données en Europe. C'est-à-dire qu'on voit déjà arriver les points d'étape 2026 par rapport à 2035, et on voit que de toute façon, pour des raisons de calendrier, on va repousser les échéances qu'on s'est données, parce qu'on est les seuls à s'être données, et que, pour reprendre une expression célèbre, certains commencent à se rendre compte que l'Europe, c'est l'idiot du village global, et donc à un moment donné, ça ne va plus être possible. Et d'autre part, que pour des questions de souveraineté, aux États-Unis, on est en train de revenir sur un certain nombre de points liés aux énergies renouvelables, non pas pour des questions de coût, je suis totalement d'accord avec toi, mais pour des raisons de souveraineté. Parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, comme ailleurs, vous avez besoin de lithium, vous avez besoin de mines qui ne sont aujourd'hui pas là. Alors qu'aujourd'hui, les puits pour sortir le pétrole, ils sont là. Il y a juste Ce sont des mobylettes. Tu démarres des mobylettes. Exactement. Et donc, par rapport à ça, il y aura un décalage qui va se faire dans le temps de toutes les échéances qui sont données, en disant, pendant de nombreuses années, on va avoir besoin des infrastructures en place, qu'on n'aura pas besoin de recréer, qui sont liées aux énergies fossiles, et que derrière, effectivement, on mettra en place une transition qui sera probablement une transition plus longue. Et ça, confronté à l'impératif de souveraineté et de sécurité, comme tu dis, de sécurité énergétique des populations, mais la sécurité énergétique des populations balaye effectivement tout sur son passage. Exactement. C'est-à-dire que quand vous menacez les gens... Confère les récentes déclarations de Thierry Breton sur l'électrification massive des flottes automobiles. Tiens, finalement, non, peut-être, clause de revoyure 2026, exactement. On va regarder. Ouais. Même chose pour les Allemands et la réouverture des centrales au lignite. À un moment donné, face aux Allemands qui ne pourraient potentiellement pas chauffer, on rouvre les centrales au lignite. Et les Verts ne disent rien. Ils ne disent rien là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va emmener
Annalena Baerbock, puis on va l'emmener quelque part en Saxe-Anhalt, et on va dire, voilà, vous allez expliquer qu'en fait, il faut faire le bien pour la planète, et il faut tout décarboner, on va couper le chauffage. Mais Wilfried, l'énergie souveraine par excellence, c'est l'énergie renouvelable et nucléaire, c'est l'énergie décarbonée. Mais non, mais ça veut dire que ça va accélérer. En fait, tu vas peut-être prendre du retard sur les points de passage, parce qu'effectivement, tu auras redémarré les capacités d'hydrocarbures, ça c'est sûr, enfin c'est même vraisemblable. Mais t'as pas les minerais. Mais t'as pas les minerais. Ah non, ne rentrons pas dans ce débat, parce que c'est la grande théorie, il est là-dessus, il est intarissable. Ça va se rouvrir, on va le voir d'ailleurs, Imerys, etc. et tout. Voilà, il fait une mine dans l'Allier de lithium, absolument. On va voir comment ça se passe. T'es beaucoup plus souverain, mais beaucoup plus sur les énergies renouvelables que sur les hydrocarbures, beaucoup plus, surtout en Europe. Clément, comment est-ce que tu vois cette inquiétude, parce que c'était ça au départ, hein, cette inquiétude pour revenir à ce que tu disais, puisque tu as commencé en parlant de Bruno Le Maire, je pense que ce qu'il a en tête, c'est quand même l'entorse des règles de l'OMC et le mécanisme d'ajustement aux frontières, tout à fait possible, puisqu'on a quand même instauré, alors non pas une taxe environnementale aux frontières, mais c'était l'idée de Barbara Pompili à l'époque, d'instaurer un mécanisme d'ajustement qui soit donc compatible avec les règles de l'OMC, donc juste faire payer la différence en termes de normes environnementales. Là, ça pourrait être l'inverse, puisque finalement une subvention, de l'autre côté, pourrait se traduire par une taxe sur l'entrée du territoire européen. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant comme idée, parce qu'on sait très bien que les normes étaient déjà une belle porte d'entrée pour le protectionnisme déguisé. L'Union européenne avait déjà d'ailleurs sa part de responsabilité aussi là-dedans. Mais si les subventions sont quand même pas du tout autorisées dans les règles de l'OMC ou de manière extrêmement encadrée, on est sorti il y a quelques mois du conflit Airbus-Boeing qui avait duré quand même pas mal d'années grâce à l'administration Trump, qui en est sortie. À mon avis, Bruno Le Maire a non seulement totalement raison, mais effectivement, si les États-Unis s'amusent à faire de la subvention déguisée, en fait, qui favorise bien plus leur industrie que ce que ne peut faire la Commission européenne ou ce que fait la Commission européenne pour l'instant, oui, mécanisme d'ajustement aux frontières, et puis... Et comment crois-tu que ces mécanismes que les Allemands ont toujours refusé qu'on mette sérieusement en place contre la Chine, comment crois-tu qu'ils vont accepter qu'on les mette en place contre les États-Unis d'Amérique ? Ça c'est une bonne question. Dans le contexte géopolitique dans lequel on est aujourd'hui. Impossible. Ça paraît... Ils n'y rêvent même pas. Ça veut dire que la solution est plutôt sur un plan de subvention un peu similaire au niveau... Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Ça veut dire qu'on va... Oui, ça veut dire qu'il faut arroser. Ouais, voilà. On va arroser. Tu arroses d'un côté de l'Atlantique, tu vas arroser de l'autre. Ce qui nous ramène à la politique monétaire. Ouais. Tout nous ramène toujours à la politique. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir payer les dettes, mon cher Nicolas. Les taux sont revenus à zéro d'ici un an et ça sert beaucoup mieux. Parce que la Banque centrale est quand même théoriquement indépendante, mais elle est quand même vraiment dominée par la politique budgétaire depuis quelques années. C'est Jean-Claude Trichet qui m'avait dit... Non, mais Jean-Claude Trichet m'avait dit un jour, quand même, au bout du bout, la Banque centrale européenne, son mandat ultime, c'est la défense de l'euro. Oui, bien sûr. C'est son essence. C'est sa survie. Exactement, c'est son essence. C'est clair. Donc, face au risque de fragmentation, elle n'aura pas d'autre choix que d'agir à nouveau. Enfin, Exactement. On peut le penser. Elle ne peut pas laisser l'euro tomber. Non, voilà. Non. Non, parce que sinon elle meurt elle-même. C'est elle. Puis comme dit Wilfried, les actionnaires, c'est sa politique budgétaire d'une certaine manière. Quand même. On en revient donc à l'intérêt des actionnaires à la fin. Scholz et la Chine, ça vous intéresse ? Donc, c'est vrai que c'était un peu le truc de la fin de la semaine dernière. Quand même, là encore un chiffre, parce que j'aime bien de temps en temps vous dire ce que j'apprends. Je ne savais pas. 40% des véhicules Volkswagen, donc le premier constructeur mondial, non, deuxième, ça doit être Toyota le premier aujourd'hui. 40% des véhicules Volkswagen vendus au premier trimestre 2022 l'ont été en Chine. Et plus de 40%. Et plus de 50% de la marge. Et plus de 50% de la marge. C'est encore plus important. On comprend pourquoi ils sont réticents au mécanisme d'ajustement aux frontières et vis-à-vis de la Chine. Mais évidemment, mon gars. Nous, on n'a pas grand-chose à faire à côté. Bien sûr. Qui sont vendus en Chine. Nous, on ne fait plus rien. À chaque fois qu'on essaie, non, finalement, non. Non, mais quand même. Et alors, c'est cette phrase de Scholz que j'aime bien. Donc, en allant en Chine, on lui reprochait, machin. Il dit, on danse avec ceux que l'on trouve dans la salle de bal. Oui, c'est pas très sympathique pour les Chinois, mais non, mais voilà, c'est. Non, mais c'est intéressant. C'est la vieille histoire effectivement diplomatique, disant que si vous ne parlez qu'à des gens qui partagent vos valeurs, vous parlez à pas grand monde. Non, mais est-ce qu'ils font une erreur historique ? C'est-à-dire que visiblement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun ralentissement décelable dans les chiffres d'investissement allemands en Chine. Est-ce qu'ils sont en train d'investir dans un endroit dont il va falloir qu'ils partent ils ont été tellement brillants. Ils ont été tellement brillants dans leur politique russe qu'ils essaient de faire la même chose avec la politique chinoise. T'es d'accord ? Il y a un truc un peu... Ils se disent, comme on a de l'expérience, mais en même temps, ils sont coincés, non ?
En fait, le véritable problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a toujours considéré que l'alpha et l'oméga de sa politique diplomatique, alors ils essaient d'en revenir à ça, c'était son bien-être économique et surtout sa puissance en termes de puissance commerçante. L'Allemagne, mais là, ils vont le payer. Une vision assez mercantiliste, même complètement. Oui, mais là, si tu as une vision mercantiliste, tu peux aussi avoir une vision intelligemment mercantiliste et te dire on va essayer de développer notre mercantilisme avec des pays dont on est à peu près sûr qu'on pourra continuer à discuter avec eux dans 10 ans. Du commerce international, ils se retrouvent bien de ce point de vue-là quand même. Les Chinois ont comme modèle les Allemands en fait. C'est-à-dire que le principe chinois, c'est j'ai une monnaie que je renforce. Alors là, pour l'instant, ils ont un peu de problème, mais je veux une monnaie de plus en plus forte. Je veux une industrie qui soit exportatrice. Et à partir de ce moment-là, je développe progressivement mes services à l'intérieur du pays pour bâtir un socle qui soit puissant. Mais l'essentiel, je suis l'Allemagne de l'Asie. En Chine, c'est totalement ennemi. C'est pour ça que les deux se retrouvent très bien. Le problème de l'Allemagne, c'est que, en fait, compte tenu de son poids et compte tenu de sa dépendance, ils se mettent effectivement totalement dans la gueule du loup. Et le Chinois la Chine n'aura que ses intérêts à elle à défendre. On voit bien d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie pensait avoir un allié indéfectible dans son combat contre l'Ukraine. Pas du tout. Ce que la Chine veut essentiellement, c'est quelqu'un qui lui donne des matières premières et surtout qui ne crée pas de problème plus que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour l'Allemagne, ça va être la même chose. À partir du moment où les Allemands rentrent dans la ligne chinoise, tout ira bien. À partir du moment où ce ne sera pas le cas, on a vu ce qui s'est passé en Lituanie. En Lituanie, dès le moment où les Lituaniens ont commencé à reconnaître certains éléments de Taïwan, la Chine a coupé des accès, par exemple, à des lignes de... Et il n'y a eu aucune solidarité européenne. Aucune solidarité européenne. François-Xavier, comment est-ce que tu vois C'est clairement un facteur de risque. Ce pacte faustien, quoi. C'est un facteur de risque pour l'Allemagne comme pour Volkswagen. Si quand tu as 40% de tes ventes qui sont dans un pays comme la Chine, avec les risques à la fois politiques, géopolitiques et économiques associés, puisque c'est quand même un pays qui semble souffrir un peu en termes de consommation et de demande, c'est sûr que tu as plutôt envie de te dérisquer en essayant d'avoir un mix de ventes qui... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le savent, ça, forcément, les gars. Mais ils sont coincés. Après, mais oui, absolument. Après, c'est Olaf Scholz. À un moment donné, quand tu as 40% de tes ventes chez un client, tu as envie de te dérisquer, mais en même temps, c'est 40% de tes ventes. Donc, comment tu fais? Et ça, c'est... Mais il y a clairement un sujet de dépendance qu'ils ont intérêt à traiter, mais qui ne peut pas se traiter effectivement du jour au lendemain, ça c'est sûr. Sans compter que la diplomatie américaine ne sera peut-être pas toujours favorable à des échanges renforcés entre l'un de leurs principaux alliés en Europe, l'Allemagne, et le pire ennemi commercial qui est la Chine. Ça pourrait même s'arrêter assez vite. C'est ça, exactement. Ouais. L'Allemagne, c'est quand même le partenaire essentiel en défense au niveau européen des États-Unis. Et qui entend bien le rester. Parce qu'en plus, là-dessus aussi... Ils achètent des F-35. Ils achètent des F-35 et ils laissent entendre l'idée qu'ils aimeraient bien un petit bouclier antimissile ou enfin... un peu être traité à l'israélienne, quoi. Oui. Donc ils sont pas... Et c'est quand même... non, mais tu vois, paradoxe. Tu sais, c'est toujours... Je suis pas d'ailleurs sûr qu'ils soient tous d'accord entre eux, parce qu'ils sont quand même dans une coalition... Le voyage de Scholz, enfin, j'ai regardé ça un petit peu, c'était un gros débat en Allemagne. Ça, pour le coup, y compris au sein de la coalition. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont une coalition, je dirais pas fragile, c'est peut-être pas le mot, mais ils ont une coalition qui repose quand même sur des individualités assez divergentes. Le problème, c'est qu'elle repose à la base à l'allemande, sur un contrat extrêmement détaillé. Alors tout le monde s'est félicité en disant c'est formidable le contrat de coalition. Sauf qu'une fois que d'un seul coup vous avez... Ouh là là, le paradigme qui change. Le paradigme change, le contexte change. Ah oui, mais le contrat, on en fait quoi? Sauf que dans le contrat... Mais tu sais, Wilfried, moi je pense quand même qu'on a commis à un moment, nous, Français, une erreur historique. Alors c'est une vieille lune, mais sur cette histoire de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire, à un moment, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait la possibilité de faire ce siège commun franco-allemand. Alors tu dis non. Non. Si. Un siège commun franco-allemand. Enfin, en tout cas, il y avait la possibilité... Tu entends le général de Gaulle se retourner dans sa tombe. Bien sûr, non mais c'est ça le truc, tu comprends? C'est ça, toujours ça a été ça, toujours ça a été l'arme atomique, on ne peut pas partager la souveraineté sur l'arme atomique, on ne peut pas déléguer la souveraineté sur l'arme atomique, ça nous a bien arrangé. À aucun moment on s'est posé la question de savoir comment renforcer ce couple franco-allemand. Et je crois que les Allemands se sentent un peu humiliés parfois. C'est compliqué, c'est compliqué. Un fauteuil pour deux, c'est compliqué quand même. Écoute, je l'ai déjà raconté, moi je faisais mon service militaire en Turquie, à l'ambassade de France, à une époque où on parlait de diplomatie franco-allemande
allemande, à tel point qu'il y avait la France-Allemagne, et il y avait un projet très précis, super solide, de fusion des ambassades. En Turquie, c'est évidemment les Allemands qui auraient eu la main. Enfin, en Afrique de l'Ouest, évidemment, c'était nous. Enfin, en fait, et on n'a jamais voulu aller au bout de cette histoire. Voilà. Bah, non, mais là, au bout de cette histoire, c'est une union. Enfin, c'est le bout de l'histoire. Moi, si tu me dis, l'idée, c'est qu'on fait un pays avec deux, on fusionne la France et l'Allemagne. Effectivement, tu as une logique d'avoir un siège commun. Mais pour moi, c'est quasiment à ce niveau-là d'avancement politique qu'il faut y arriver pour avoir un truc qui fonctionne. Parce que si tu as deux États différents avec deux souverainetés différentes et tu as forcément des écarts de vision. Et donc, tu affaiblis ta position politique à partir du moment où tu as deux pieds qui sont. Géopolitiquement, ils ne le sont pas tant que ça, la souveraineté. Bon, il nous reste 30 secondes pour parler d'un tel débat. Vas-y, ok. Mais quand tu disais, il y a 10 ans, les Allemands se convertissent un tout petit peu au militaire. Mais enfin, il y a 10 ans, je ne suis pas sûr que si on avait eu à la fois un siège commun ou, disons, des opérations communes, qu'ils auraient accepté quand même l'interventionnisme de la France dans le monde, qui n'a rien à voir avec la culture allemande. Le soutien au Mali qui a été... Ouais, le soutien au Mali, etc. Mais oui, parce que justement, on arrête... Mais justement, parce qu'on a arrêté cette occasion historique. Et oui, maintenant, je pense que justement, toutes ces questions de souveraineté rendent le truc totalement impossible. Bon, on reparlera du private equity pour tous, François-Xavier, quand tu reviens, parce que ça m'intéresse beaucoup, début décembre. Là, oui, c'est des... Non, je vous le dis juste très très vite, c'est vrai que c'est Boursorama à son tour, mais il y a plein d'offres en ce moment qui permettent à des particuliers, sans faire des chèques considérables, de participer à l'aventure du private equity. J'aimerais bien savoir, comme c'est ton métier, savoir ce que tu en penses. Ça m'intéresse beaucoup. Avec grand plaisir. Eh ben, on se retrouve très bientôt. Et nous, on se retrouve demain pour de prochains débats sur Bismart.